Toujours la question Israël-Palestine, conflit qui commence à prendre une ampleur très préoccupante, parce que ça remue finalement, ça atteint la politique française, ça permet à certains de se situer par rapport à ce conflit, parce que même si il y avait une certaine indifférence de la part de certaines personnes politiques, eh bien aujourd'hui les gens prennent position. Les gens prennent position parce que ça devient un vrai sujet. Alors c'est dommage que ce sujet soit accaparé par la France insoumise, mais vous avez à droite, mais sur d'autres positionnements politiques, vous avez maintenant des gens qui s'expriment à propos de cette guerre, à propos de cet attentat qui a eu lieu le 7 octobre, et à propos de toutes ces manœuvres qui commencent à être évoquées par tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'argent qui a été engagé dans cette affaire. Il faut voir ce que coûte une guerre, mais pas seulement. Il y a des vies humaines, il y a des massacres, des enfants, des femmes, des familles explosées, une histoire dans laquelle on n'avait pas envie de mettre son nez, puis finalement, progressivement, chacun y va de son commentaire, chacun revoit sa copie concernant l'interprétation de ce qui se passe, et est-ce que la lumière va finir par s'imposer, la lumière de la vérité, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'il en est. En tous les cas, François Asselineau, qui n'était pas trop sur ce sujet-là, a répondu dans une vidéo dont vous avez le lien en description. On va donc l'écouter à ce propos. J'ai pris quelques extraits et vous allez voir, c'est quasiment du Soral, ce que Soral dit à propos du conflit en question. Alors je connais l'argument qui consiste à dire le Hamas n'a pas rendu les otages, mais enfin c'est bon, ça va. Je ne suis pas là à défendre du tout le Hamas. Mais enfin, entre quelques dizaines d'otages, c'est bien malheureux pour eux, je suis bien d'accord. Mais un carnage de cette nature, ça n'est plus justifiable. D'ailleurs, c'est d'autant moins justifiable que je vois que de plus en plus de juifs, parmi d'ailleurs des représentants de la communauté juive assez connus, commencent eux aussi à se scandaliser de cette situation, parce qu'on est face à de l'épuration ethnique et face à l'accusation c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est notamment la Cour européenne la Cour, comment dirais-je, de justice internationale, tribunal pénal international, de crimes de génocide. Parce qu'il y a un moment à partir duquel il faut arrêter de tourner autour du pot quand même. Bon. Alors, ça y est, le mot est dit, le mot est lâché, génocide. Vous voyez bien que ça commence à prendre racine, cette notion et cette accusation. Elle prend racine dans divers milieux. Parce que même s'il y a de la propagande du côté Hamas et côté palestinien, même si eux-mêmes usent il ne faut pas non plus être naïf, hein, ils usent aussi des outils de propagande dans une population qui relaie ça avec une forme comment dire, je cherche le mot, une forme de mauvaise foi, puis aussi qui alimente cette propagande. Et donc il y a de la propagande partout dans une guerre. Il y a de la propagande côté palestinien, mais il y a de la propagande côté israélien aussi. Et nous, on est un peu loin de tout cela, mais on se rapproche. Pourquoi ? Parce que ça y est, il y a des témoignages, on revoit l'histoire, du pays, on remonte et on apprend des choses, comme toujours. Et là, pour le coup, on
je pense que, par exemple, CNews, qui prend vraiment fait et cause pour Israël, mais d'une manière sans aucun sens critique, hein. Ils sont vraiment très très engagés sur ce terrain-là, alors que CNews fait un bon boulot sur d'autres sujets. Le sujet du vaccin, le sujet, il a bien bossé de ce côté-là par rapport aux autres chaînes, c'était pas mal. Mais là, son engagement pro-israélien, pro-politique israélienne actuellement risque de retomber sur la crédibilité de cette chaîne parce que il commence à y avoir une forme de mauvaise foi, je trouve, et un manque d'objectivité. Je pense que la position d'Asselineau, qui est plutôt mesurée, qui n'est pas du tout, justement, provocateur comme Soral, là, pour le coup, il sort l'artillerie lourde dans ses propos, parce il constate commence à y avoir un consensus quoi, sur la question. Même de la part d'Israéliens, il y a des manifestations en Israël, il commence à y avoir beaucoup d'Israéliens qui se posent des questions sur ce fameux 7 octobre, est-ce qu'il a été ou pas laissé, est-ce qu'on a laissé faire ou pas pour trouver un prétexte. Tout ça, c'est des vraies questions, hein. On ne peut pas prendre ça à la légère. Si c'était le cas, ce serait absolument monstrueux. J'y reviens parce que la question est légitime. D'ailleurs, Asselineau, on va l'écouter, il le dit. Hein, il le dit. Hein. D'ailleurs, avant que n'arrive cette affaire horrible du 7 octobre, Netanyahou était dans une très grave situation. Hein, il avait justement essayé de toucher à la Cour suprême, il avait des quantités d'affaires sur le dos, et donc il souffrait d'une très grande impopularité. Je voudrais aussi ne pas passer par pertes et profits, parce que les médias français ont tendance à passer ça par pertes et profits. C'est plus que des rumeurs, c'est des certitudes, comme quoi Netanyahou avait été prévenu de l'affaire du 7 octobre plusieurs heures à l'avance. Et ça n'est pas moi qui le dis, ce sont des proches, ce sont même des gens du service de renseignement israélien qui l'ont dit. D'ailleurs, quand on connaît... Enfin, moi, je ne suis jamais allé ni en Israël, ni à Gaza, ni dans les territoires occupés. J'aimerais bien y aller un jour, d'ailleurs, mais bon. De ce que je lis, la population de Gaza, le mur qui entoure Gaza est surveillé 24 heures sur 24 par tout un système radioélectrique de surveillance, des caméras, des senseurs électroniques, etc. C'est absolument inimaginable ce qui s'est passé le 7 octobre et surtout que pendant plusieurs heures, il n'y a pas eu d'intervention militaire. Donc il y a là-dessus des choses qui restent à clarifier. Mais en tout cas, Tu m'étonnes que ça reste à clarifier. Alors, je parle du sentiment qu'il y a dans la rue, le sentiment qu'on a autour de soi. Et pourtant, j'ai des amis je connais quelqu'un qui était marié avec une juive, qui a des enfants dont il a eu des enfants avec cette femme juive, qui est un intellectuel. Lui, ça pose pas de problème. Hein. Pour lui, le 7 octobre, ça a été voulu. Il y a différentes personnes que je connais, des gens qui sont pas des complotistes simplistes, hein, qui sont vraiment qui pensent que c'est vraiment qu'on a laissé faire. Ils pensent que c'est pas possible cette histoire. Et vous avez des Israéliens qui le pensent aussi, des Juifs qui le pensent aussi, qui n'osent pas le dire parce que ça pourrait avoir des répercussions même sur eux. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais cette histoire, si, et je dis bien si, un jour, on révèle que le gouvernement actuel israélien a laissé faire le 7 octobre, c'est une crise pour les Juifs, mais terrible, c'est terrifiant. Ça veut dire que les leurs les ont sacrifiés. Ça rappelle certaines théories de Soral. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais là, bis repetitas, quand même, ça serait épouvantable pour les Juifs, j'entends. Et donc, si une telle manœuvre avait eu lieu, je pense que ce serait la fin d'Israël. Si un jour on prouve qu'Israël a laissé faire, c'en est fini d'Israël. Elle perd toute sa crédibilité. C'est plus possible. Ils ne pourront pas s'en remettre. À mon avis, ils ne pourront pas s'en remettre d'une histoire pareille. Sacrifier 1000 personnes, plus les otages. Bon, il dit les otages, oui, mais les otages,
C'est une cruauté terrible ce qui se passe pour les otages israéliens. Je n'imagine pas la détresse des familles qui ont un membre à eux qui est otage. Donc si ces gens souffrent à cause d'une entreprise machiavélique du gouvernement israélien, c'est l'horreur totale, quoi. C'est pire que tout d'être trahi par les siens, trahi par son gouvernement. Nous, on en sait quelque chose en France. Hein. Nos élites nous ont tous trahis, on est habitués. Mais les Israéliens n'avaient pas encore intégré ça. Et là, si c'est le cas, je ne vous dis pas. C'est une catastrophe pour Israël. Donc il faut vraiment avoir une pensée pour ces pauvres otages, parce qu'ils sont... en fait, ils appartiennent... ce sont des êtres sacrifiés. Il y a des êtres comme ça, autant vous avez des jeunes et des enfants et des Palestiniens qui sont sacrifiés actuellement, aussi, de leur côté. Mais vous avez des Israéliens qui sont également, qui font l'objet de sacrifices, avec une souffrance épouvantable, parce qu'ils sont évidemment très très maltraités. On a déjà des témoignages, et puis surtout les familles, vous vous rendez compte, l'angoisse. Moi, je me suis tout de suite projeté. Au début, c'est pour ça, quand il y a le 7 octobre, j'étais épouvanté. Et je n'avais pas pris de recul sur l'éventualité de cette histoire, en disant, mais est-ce que ça a été voulu? J'osais même pas y penser. Mais aujourd'hui, c'est en train de fleurir, c'est en train de s'imposer. Il y a des éléments, vous avez vu, ça vient même pas de mes propres spéculations, mais vous avez des gens très bien renseignés qui sont en train d'affirmer cette thèse. Et ça, c'est absolument atroce. Et donc, les pauvres otages, je ne vous dis pas, se remettront-ils? Les familles ne peuvent pas se remettre d'une histoire pareille. C'est de l'ordre de l'insupportable, c'est de l'ordre du supplice extrême. Et donc, voilà, on est dans une drôle de situation. Hein. Alors, on va continuer à écouter, vous allez voir. De ce qu'ils appellent Eretz Israël, c'est-à-dire le grand État d'Israël, dont je rappelle que cet État rêvé par ces extrémistes consiste à avoir non seulement l'État d'Israël actuel, mais également Gaza et les territoires occupés, mais également d'avoir toute la rive est du Nil, donc une partie substantielle de l'Égypte, mais également d'avoir le nord de l'Arabie saoudite, la Jordanie et une partie de l'Irak, et également le sud de la Syrie. Donc ça fait quand même beaucoup, voilà. Et quand on a ces gens qui sont à la tête d'un État comme l'État d'Israël, on va vraiment vers la folie générale. Voilà. Alors oui, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une forme de délire dans ce messianisme israélien, ce messianisme juif qui veut reconstituer le grand Israël. On s'aperçoit qu'on est effectivement dans un délire total. Un délire total. Soral l'a dit, ça. Il l'a dit, on ne peut pas dire le contraire. Il l'a évoqué, cette question du grand Israël, de ce messianisme-là. Et beaucoup de juifs le savent aussi, bien entendu. On poursuit l'écoute. Il y a des gens, on a l'impression que leur plaisir, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Donc vous avez des gens qui vont passer leur temps, toute leur activité politique consacrée à Gaza et à taper sur l'État d'Israël. Hein, c'est Rima Hassan, c'est Emery Caron, etc. Au point que ça devient obsessionnel et qu'ils encourent, d'une façon qui est quand même assez justifiée, le soupçon de l'antisémitisme systématique. Il y a quand même d'autres sujets pour la situation en France que ça, même s'il faut en parler. Moi, j'en parle de temps en temps. Et de la même façon, de l'autre côté, vous avez des gens qui, alors, eux, font profession de jeter constamment... Quelqu'un comme, par exemple, Jean Messia, je le vois sur Internet, il ne se passe pas de jour, il n'envoie pas des tweets pour aller cracher sa haine sur les musulmans. Enfin, mais si on a ça de part et d'autre en France, ils veulent quoi, en fait? Ils veulent qu'on aille vers une guerre civile, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai. Et voilà, le mot est dit, guerre civile. On n'entend que ça en ce moment. Guerre civile. C'est ça le problème. C'est que les répercussions de ce conflit peuvent provoquer une guerre civile en France. Et c'est un vrai sujet. Évidemment que c'est un vrai sujet. Et cette instrumentalisation des deux communautés est gravissime pour notre paix en France, quoi, pour notre société.
On écoute la suite. Le rôle de la France doit être un rôle de pondération et de modération. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de l'expliquer, de le rappeler. Je le rappelle, c'est une évidence, mais parfois, c'est bon de rappeler des évidences. Il y a 68 millions de Français. Sur les 68 millions de Français, il doit y avoir 700, 500, 600, disons 600 à 700 000 juifs. Il doit y avoir 5 à 6 millions de musulmans. Et donc, il y a plus de 60 millions de Français qui sont, comme moi, ni juifs ni musulmans. Et que la France, c'est la France. Donc, le sujet israélo-palestinien est un sujet très grave, mais ça ne doit pas être non plus le seul et unique objet de l'action politique. Sinon, ça devient de la folie. Voilà. Et moi, j'estime que nous devons faire très attention à avoir une politique pour calmer le jeu, pour... Alors, effectivement, la diplomatie, voire la politique française, compte tenu de cette forte émigration musulmane, devrait est obligée de prendre comme on dit, je cherche le mot, des précautions, peu importe, pour traiter ces questions-là. Alors, je pense que quand il évoque 6 millions de musulmans, 5 à 6 millions de musulmans en France, moi je pense que c'est plutôt le double. Hein. Je pense qu'on est plutôt proche des 15 millions que des 6 millions de musulmans. Il y a énormément de musulmans en France. Et quant à la communauté juive, oui, 700, c'est le chiffre qu'on sort habituellement. Donc effectivement, proportionnellement, c'est les musulmans qui sont majoritaires par rapport aux juifs. Et on voit que les musulmans en question sont moins représentés que les juifs. C'est un constat. Quand je dis moins représentés, c'est au niveau médiatique. Alors, effectivement, nous, on n'a pas demandé tout ça, nous les Français. On s'est retrouvés embarqués, on se retrouve avec des Français qui ont la double nationalité, la nationalité israélienne et française. Et parmi ces gens qui ont des doubles nationalités, il y a des conflits d'intérêts quand ils occupent des postes importants, des postes de stratégie nationale. Mais c'est la même chose chez les musulmans. Vous avez des Français qui ont la double nationalité, française et algérienne, française tunisienne, française marocaine. Et ces mêmes personnes sont aussi partagées par des intérêts qui ne sont pas forcément harmonieux. Donc, moi, je voudrais supprimer la double nationalité, déjà d'une part. Je trouve que c'est incompatible avec l'esprit de notre pays. Soit tu viens vivre en France et tu deviens un vrai Français et tu n'as pas deux nationalités, soit tu restes dans ton pays et tu ne t'ingères pas dans les affaires françaises. Car la française, ce n'est pas la politique pro-israélienne et ce n'est pas non plus la politique pro-islamiste. Donc c'est une politique qui devrait être neutre, où elle arbitre ses alliances comme elle le veut, avec une forme d'opportunisme, dans la mesure où ça favorise notre développement, oui, mais à part ça, non. On ne prend pas parti, surtout dans des conflits de ce type, pour des gens qui n'appartiennent pas à notre histoire, à notre culture, et ni à notre identité culturelle et religieuse. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.